Soneranvung figure parmi les grands ports de la partie est de l'île, desservant plusieurs districts de la région d'Analandsruf. Presque la majorité des usagers de la mer dans cette partie de l'île sait à quel point il est dangereux et risqué de prendre la traversée en mer. La destination de la plupart d'entre nous, arrivés dans ce lieu, était de venir assister à la 3e édition du Festival des baleines, prévu se tenir à Sainte-Marie. Le paquebot, censé transporter les passagers, appartient à la société Cap Sainte-Marie. Le voyage se déroule comme suit. On transporte les bagages et les marchandises. Les passagers montent à bord. Ensuite, on met les gilets de sauvetage. Ce geste est obligatoire à chaque traversée en mer. Le bateau met alors 5 à 10 minutes tout au plus pour traverser l'embouchure et accéder à la mer. C'est cette partie qui est la plus dangereuse et la plus risquée. Certains, comme cet employé de la radio nationale malgache, a opté pour la discussion pour chasser son stress et sa peur. La traversée de l'embouchure met une demi-heure avant que le paquebot retrouve le calme de l'océan. Une fois que le bateau retrouve son calme et qu'on commence à percevoir l'île Sainte-Marie, quelques-uns qui ont le mal de mer vomissent, mais la plupart des passagers se félicitent d'avoir pu traverser sans incident cette partie la plus dangereuse et d'être arrivés sains et saufs à l'île aux Nattes. L'incident qui était arrivé à la délégation dont faisait partie la ministre de la Population et des Affaires sociales, Nadine Ramarson, était le premier naufrage survenu sur cette embouchure reliant Sainte-Marie à Soneranvung. Cette traversée a duré 1h45 minutes. Mais qui était Nadine Ramarson? Elle a assuré le département de la population et des lois sociales. Elle se distinguait par sa volonté de prêter main forte aux plus défavorisés et à la couche la plus vulnérable de la société, les plus âgés, les femmes et les enfants. Le social de la population figurait parmi ses priorités et elle y mettait tout son cœur pour assurer un avenir meilleur à tout un chacun qui faisait appel à elle. Elle s'est battue pour l'égalité de tous et le respect des droits de l'homme et des droits humains, n'acceptait pas l'impunité. Elle avait surtout soif de sortir ses concitoyens du joug de la pauvreté. À la tête du ministère de la Population, elle a pu parcourir au total 160 000 kilomètres. Ces quelques mères de famille ont été les témoins des réalisations et des périples de cette femme battante qu'était Nadine Ramarson. Elle s'était donné rendez-vous ce jour à Mbuzatouv après avoir su les dernières nouvelles au sujet de leur ministre. Le ministère de la Population avait habité un calme plat, un calme inquiétant ce jour. Selon le programme établi, les dépouilles de Nadine Ramarson quitteront Touamas demain après une veillée funèbre cette nuit. En attendant cela, un recueil a été mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent adresser leurs condoléances et leurs messages d'encouragement à la famille Ramarson et aux proches de la défunte. Rappelant que par rapport à cet incident qui a fait une dizaine de morts, dont le nombre exact attend encore d'être confirmé et dont la ministre Nadine Ramarson a succombé à une fin tragique, vendredi prochain sera fixé comme deuil national en son hommage. Cette décision a été prise en Conseil des ministres de ce jour. Ces funérailles se tiendront également ce même vendredi. Une étoile s'est éteinte, un ange de plus au ciel. Sur 11 des groupements politiques signataires de la feuille de route d'Ivat, 8 ont été présents. Comme à leur habitude, les 3 mouvances n'ont pas fait le déplacement alors qu'ils ont été invités par le Rayamandjinzour. Quelque temps après le lancement de la réunion, les groupes de ces partis politiques dirigés par Venaitz Jean-Eugène, des autres sensibilités, a décidé de sortir de la salle de réunion et de ne pas participer à cette initiative de Rayamandjinzour. Selon Venaitz, ils ont jugé inopportun d'avoir encore tenu cette réunion alors qu'un deuil frappe la nation avec la disparition de Nadine Ramarson, artisan du changement démocratique à Madagascar.
L'absence des trois mouvances à cette réunion est également considérée par ces initiateurs du pacte républicain comme un facteur de blocage à ce processus malgache-malgache et qui ne garantira pas la légitimité de cette réunion. Interrogé sur cette attitude des groupes de ces partis politiques, le pasteur Amin Paul défend ardemment leur initiative en déclarant que cette absence d'une grande partie des groupements politiques signataires de la feuille de route n'est pas considérée comme un facteur de blocage. Le but de cette réunion étant d'élaborer un plan de mise en œuvre de la feuille de route amendée proposée par la SADC pour sortir Madagascar de la crise actuelle. Ce jour, les travaux de commission ont déjà commencé. Des résolutions devront être prises durant la journée de demain. Selon les Manjenour, seule la valeur de cette résolution doit être prise en compte et non la participation ou non des groupements politiques. Suite à la série d'attentats à la bombe qui a eu lieu ces derniers temps dans la capitale, les responsables auprès de la gendarmerie nationale ont tenu à rassurer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, vu que jusque-là, le genre d'explosif utilisé est artisanal et amateur. Jusque-là aussi, les Malgaches tiennent à leur vie pour réaliser des kamikazes, ont toujours souligné les responsables, et au final, il s'agit d'explosifs jetés manuellement dans le but de faire peur et d'intimider seulement. Pour ce qui est des deux attentats d'hier soir, la première explosion a eu lieu près du portail du domicile du secrétaire général du ministère de la Population vers 20 h. La femme du secrétaire général était toute seule chez elle. Elle avait entendu un bruit d'explosion. Elle a regardé depuis la terrasse et elle a juste vu des étincelles et une lumière. Certains riverains ont éteint leur lumière, d'autres ont par contre rallumé les leurs. La seconde explosion qui a eu lieu, toujours dans la nuit d'hier, s'est passée devant le camp Ratimanjav à Ndjivanambuzanaaj. Au moment où la presse était arrivée sur les lieux, aucune information n'a encore été diffusée. La prise de photos était interdite et un barrage a été érigé par les forces de l'ordre au niveau de la gendarmerie nationale. Outre cela, le général Raval Manana Richard a tenu à préciser qu'il n'y a pas non plus de s'inquiéter de constater la présence des éléments de l'hémorragie dans plusieurs endroits de la ville depuis vendredi. En effet, cette disposition a été prise dans le souci de préserver la sécurisation de la ville à ce moment où les ressortissants étrangers sont nombreux à errer en ville, réaliser leurs derniers achats avant de s'envoler de nouveau pour l'Afrique. Rappelons que plus d'un ont paniqué à la vue des éléments de l'hémorragie en ville, parmi ceux qui s'étaient posé les mêmes questions, les autorités étatiques. Samedi après-midi, la station forestière Sissogne à Mbadfout a pris feu. Près de 3 hectares de terrain qui venaient d'être reboisés ont été incendiés. Selon les dires des responsables présents sur les lieux, il s'agissait d'un feu de litière. Le feu a vite pris un élan considérable. Heureusement, les pins ainsi que certains bourgeons ont été épargnés. L'incendie est survenu vers 17 h. Tout un chacun a contribué à l'extinction du feu, entre autres le chef de cantonnement environnement forêt Antsimjan, la gendarmerie du poste avancé d'Ambadfout et les riverains d'Ambadvnak, utilisant tous les matériels pouvant contribuer à éteindre le feu. Il a fallu 2 heures pour éteindre le feu et maîtriser l'incendie. Rappelons que la station forestière de Sissogne s'étend sur une superficie de 158 hectares et la partie qui a pris feu était celle qui est accessible aux visiteurs. Jusque-là, l'origine du feu n'a pas encore été déterminée, mais en tout cas, une enquête relative à cet incident a été déjà entamée. Cette finale était sans suspense. Les Tunisiens ont facilement battu des Angolais, habitués au mondial du basketball et qui ont déjà décroché la Coupe d'Afrique depuis 10 ans. L'atout des Tunisiens réside surtout dans leur gabarit et leur ferveur à gagner à tout prix ce tournoi. Lors des 4 cartons, l'équipe de Keshrida a toujours mené, ne laissant point à la bande à Gomez le temps de souffler. Score final 67-56. C'est donc normal que ces Tunisiens ont explosé de joie à l'issue du match, eux qui sont partis à l'Afro-Basketman 2011 pour au moins décrocher la 3e place. Ils sont maintenant sur le toit de l'Afrique. Cette victoire leur permettra également de participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Quant aux Angolais, les larmes aux yeux, ils n'arrivent toujours pas à avaler cette défaite. De plus, le gouvernement angolais avait envoyé près de 400 supporters angolais à Antananarivo pour supporter les Palancas Negras, véritables héros nationaux.
Leur seule consolation, c'est sans doute d'avoir décroché le trophée de la meilleure équipe selon la FIBA Afrique qui célèbre son cinquantenaire. Et pour les Malgaches, l'équipe de Naguib décroche le trophée du Fair Play, une équipe malgache qui a faussé tous les pronostics en minimisant les écarts de points durant tous ces matchs, même devant des géants du Sénégal ou du Nigeria. Le trophée du meilleur joueur a été décerné à Saleh Mejri de la Tunisie et 3 autres joueurs sénégalais ont obtenu le trophée du meilleur rebondeur, meilleur tireur à 3 points et du meilleur lanceur. Selon la FIBA, l'organisation de l'Afro-Basketman 2011 aurait été la meilleure en 50 ans. Quartier d'Abou Salim à Tripoli, depuis la prise de la ville par les rebelles, le calme est revenu. Mais dans cet ancien fief de Kadhafi, les dégâts sont immenses. Dans ces immeubles, les snipers se cachaient. Un déluge de feu s'est abattu. Dimanche, les habitants ont tenté un retour. La plupart avaient fui ou s'étaient terrés. Quand je vois mon appartement, ça me rend malade. Je ne sais plus quoi penser, je ne comprends rien. On était 13 à habiter ici. Tout a brûlé, tout est détruit. Au sol, les douilles, au mur, les impacts de balles. L'épicier a rouvert son échoppe, les familles sont en quête de nourriture, de carburant. Les coupures d'électricité ne sont pas rares. Mais surtout, la peur est toujours vivace. Elles craignent des représailles de la part des rebelles. Je ne suis qu'une pauvre Libyenne et j'ai peur pour moi-même. On pourrait venir m'arrêter ou même me tuer chez moi. Le colonel Kadhafi, lui, est toujours introuvable. Se cache-t-il à Sirte, sa ville natale? Peut-être. Aucune information pour l'affirmer. Sirte est désormais la nouvelle cible des insurgés. Venant de Benghazi à l'est, de Misrata à l'ouest, ils convergent vers le dernier grand bastion, acquis aux guides libyens. La bataille risque encore d'être sanglante. Les leaders tribaux sont consultés pour une éventuelle reddition, mais les insurgés sont prêts à combattre. Nous pouvons prendre Sirte par la force, mais il serait mieux que les habitants se livrent. S'ils refusent, nous sommes capables de les éliminer. Si les insurgés progressent, les pro-Kadhafi se battent bec et ongles. Près de la frontière tunisienne, à Ragdaline, les rebelles sont tombés dans un guet-apens. Le guide libyen peut encore compter sur de nombreux fidèles. Plus de peur que de mal pour New York. Des pluies, des inondations. On est loin de la catastrophe redoutée qui a conduit à l'évacuation de 370 000 New-Yorkais. Certains reprochent à l'État d'avoir pris trop de précautions. Pour le maire de New York, il ne fallait prendre aucun risque. Je ne sais pas si c'est grâce à nos décisions ou si c'est de la chance, mais en tout cas, personne n'est mort à New York à cause de la tempête. Et si c'était à refaire, nous reprendrions exactement les mêmes décisions sans hésiter. Sur la côte Est, Irène a provoqué la mort de 20 personnes. Le Centre national des ouragans a dégradé le cyclone en dépression tropicale. Mais pour Barack Obama, pas question de relâcher la vigilance. Les efforts vont continuer et je demande aux Américains qui vivent dans les zones affectées de continuer à écouter les instructions données par les autorités de leur État. Pour l'instant, 3,6 millions de foyers sont toujours privés d'électricité. La tempête avance vers le nord avec des vents de 80 km/h.